Donc bienvenue. Donc je suis Alexandre Souillet, donc je suis le dirigeant de la société Olfeo. Je vais vous présenter en 2-3 slides qui nous sommes quand même pour que vous compreniez d'où on parle, et puis on attaquera dans la foulée le thème de cet atelier. Donc Olfeo, c'est une société française et nous sommes éditeurs de logiciels dans le domaine des passerelles de sécurité web, donc plus simplement de proxy, de filtrage de contenu. Et voilà, nous sommes aujourd'hui leaders en France, on a plus de 1000 clients sur notre activité on-premise en tout cas. Et on se caractérise par le fait qu'on se soit intéressé à des tas d'autres sujets en plus de la technologie, et notamment les aspects juridiques, les aspects humains et les aspects de confiance. D'où le thème de cette intervention, la confiance. Voilà, l'éditeur de logiciels. Donc je le disais, on a aussi une autre qualité, c'est qu'on a en interne une activité très particulière qui est celle d'analyse du contenu web, puisque nous avons des équipes qui sont dédiées à la classification du web mondial, donc on référence des millions de sites et d'IP, en leur associant une catégorie, que ce soit du malware, du terrorisme, du pédophile, de la drogue ou plus simplement du business. Voilà, on a eu pas mal de prix évidemment. Nous sommes 50, on est basé à Paris, donc l'ensemble de notre offre, elle est constituée de proxy, de filtrage d'URL, d'antivirus, de fonctions de nomadisme. Bon, tout ça, ce sont des produits qui sont bien connus. Et puis, on a vraiment une spécificité, c'est que justement, la qualité de nos bases nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients du filtrage par environnement de confiance, c'est-à-dire par liste blanche. Donc, par exemple, on peut refuser tous les contenus accédés par les collaborateurs qui n'auraient pas fait l'objet d'une analyse préalable par Olfeo. C'est le meilleur niveau de sécurité puisque dans ce cadre-là, toutes les attaques éphémères, référencées ou pas d'ailleurs, évidemment, elles seront bloquées. Bon voilà, je m'arrête là sur Olfeo. L'atelier, donc le thème, pourquoi choisir une solution souveraine de sécurité en SaaS. Donc c'est un très vaste sujet, donc je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler dans les mois et années qui viennent, parce que ça va devenir de plus en plus critique. Le sommaire, je vais d'abord démarrer par l'impact du développement des applications SaaS, mais cette fois-ci des applications SaaS métiers sur la sécurité, parce qu'on va voir que ça change quand même énormément les systèmes d'information. On va regarder ensuite les risques légaux de vol de données quand vous êtes en SaaS, les risques illégaux de vol de données, ou clandestines, les risques juridiques, notamment ceux liés au RGPD, et là on a eu une coïncidence de calendrier extrêmement intéressante puisque vous avez vu probablement que la semaine dernière, la CNIL a demandé au gouvernement de cesser immédiatement l'hébergement de données de santé chez Microsoft. Donc là, on est vraiment en plein cœur du sujet. J'aborderai un autre sujet qui est moins connu, mais qui est pourtant peut-être le plus risqué de tous. C'est le risque de devenir une US personne. Et puis on conclura par 2 slides simples. Pourquoi choisir d'être souverain d'une part, et puis quelles sont les bonnes pratiques en fonction de ce qui aurait été dit précédemment. Voilà, donc ça fait un menu assez copieux. Bon, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, l'impact du développement des applications SaaS métiers sur la sécurité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les applications SaaS se développent à vitesse grand V dans vos entreprises. La croissance annuelle, elle est estimée à 39%. C'est 23% du marché logiciel. Donc, aujourd'hui, un produit sur 4 est utilisé en SaaS et pas en on-prem. Et tous les domaines métiers de l'entreprise sont concernés, du commerce à la RH en passant par la finance et autres. Donc, pour illustrer un peu cette croissance, ce petit graphique présenté par un cabinet de conseil américain, Synergy Research Group, qui montre l'évolution des applications SaaS en entreprise. Voilà, donc là on atteint l'écart, et on doit même être en train de les dépasser. Alors quel impact sur votre SI ? Eh bien avant vous aviez des données confidentielles ou sensibles qui étaient stockées sur vos serveurs on-prem, et maintenant avec la complicité acceptée des collaborateurs et des services informatiques eux-mêmes en général, tous ces documents confidentiels, ils partent vers le cloud. Voilà, donc volontairement on les place dans une extension de votre système d'information, puisque en fait le SaaS devient une extension de votre système d'information. Et la question que vous pouvez poser, c'est est-ce que je suis aussi attentif aux serveurs qui sont des serveurs externes que je l'étais sur mes propres serveurs.
Et ces données qui vont transiter, elles sont de nature extrêmement large, puisqu'on va retrouver des données commerciales avec des clients, des contrats, des propositions, des grilles tarifaires. C'est aussi du marketing. Là, vous avez tous les fichiers clients, prospects avec des commentaires sur vos clients. Bien sûr, commentaires d'entreprise, mais aussi commentaires individuels sur les gens, hein, puisque là, on va voir ça dans le thème données personnelles. Les RH, donc là, toutes les informations de vos collaborateurs sont susceptibles de partir à l'extérieur. Je sais pas, les salaires, mais aussi les vacances, les maladies. Pardon. Vous avez aussi la finance, bien évidemment, avec tous les comptes, la R&D. La R&D, ça peut être au sens industriel, avec les secrets de fabrication, ça peut être aussi de la R&D informatique. Donc on voit que les données sensibles partent très facilement, très vite, et avec une certaine complicité volontaire, on va dire. Voilà, donc c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, si je m'intéresse maintenant à la sécurité. Produits de sécurité. Vos produits de sécurité, en tout cas une partie d'entre eux, alors c'est le cas du proxy, mais c'est le cas d'autres produits, les données, en fait, elles vont passer d'abord dans ces outils de sécurité. Ces outils de sécurité peuvent être on-prem, mais le thème de l'atelier, c'est les outils sécurité SaaS. Donc vous avez des outils de sécurité en SaaS, ils vont avoir accès à toutes ces informations. En plus, comme vous le savez, ils vont très souvent déchiffrer. Donc non seulement ils auront accès à l'enveloppe, mais ils auront aussi accès à son contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous faites des efforts pour aller qualifier des prestataires SaaS de confiance, ce qui est encore aujourd'hui très rarement le cas, si vous négligez cet élément de la chaîne, tous vos efforts auront été vains, puisque cet élément de la chaîne, il va tout intercepter, en général tout ouvrir, tout lire, et éventuellement tout stocker. Donc on voit bien que les outils de sécurité SaaS, c'est un élément absolument clé de la chaîne de confiance. Alors une fois qu'on a bien rappelé ce principe, on va maintenant pouvoir regarder quels sont les risques de solutions américaines. J'aime beaucoup les Américains, je vous le dis. Alors là, le thème que je fais, c'est les US. Les Chinois ou les Russes, c'est pas forcément tellement mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de produits russes et chinois sur le marché. D'ailleurs, aux assises, il n'y en a quasiment pas. Donc je me focus sur les Américains. En plus, les Américains, avec Trump, on a de la chance, ils disent tout haut ce qu'ils font depuis des années, un peu plus bas. Donc moi, ça clarifie les positions. Donc le premier risque, c'est le risque légal de vol de données. Donc ça s'appelle le Cloud Act. Donc je pense que vous connaissez tous le Cloud Act. Je rappelle les principes. Bon, d'abord, premier point, c'est un décret présidentiel récent, d'il y a 2 ans. Mais il vient pas comme ça par hasard. C'est déjà la suite de plein de lois, notamment des lois sur les télécoms qui sont ancestrales, le Patriot Act d'il y a quelques années. Donc voilà, donc c'est le dernier avatar, mais c'est une position classique du gouvernement américain. Donc le Cloud Act, ça permet d'accéder aux données qui sont hébergées hors des États-Unis, que vous soyez hébergeur ou éditeur. Évidemment, ça peut être utilisé par la CIA, la NSA ou l'FBI, mais aussi des tas d'autres services, ce qu'on sait moins. L'autre point, très important, je viens de le dire, mais il faut bien être conscient que même si les données sont hébergées en France ou en Europe, le Cloud Act s'applique. Donc c'est absolument pas une protection. Autre point très important, c'est que quand cette information est transmise aux organismes américains compétents, la victime n'est absolument pas informée. Donc vous ne saurez même pas si vous avez fait l'objet d'une enquête. Alors l'argument traditionnel qui est opposé par les acteurs américains, c'est que la requête se passe par un juge. Certes, le juge aujourd'hui, il accepte 99% des demandes. Donc en fait, c'est une chambre d'enregistrement. C'est pas du tout un juge. Alors, les gens qui veulent les slides, je vous les donnerai. Vous me donnerez votre carte et je vous les enverrai. Donc c'est une chambre d'enregistrement, donc c'est pas du tout comme en France. Il n'y a pas un arbitrage. Ce que j'estime qu'il faut. Non, le procureur il demande les données et il les reçoit quasiment systématiquement. Donc le motif d'application de cette loi est très large, puisque en fait c'est la sécurité publique, défense et sûreté de l'État. Donc on peut l'interpréter ça de façon extrêmement large, y compris la défense industrielle, on peut imaginer. Donc elle n'est pas du tout limitée aux enquêtes pénales ou terroristes. Petit rappel pour le Patriot Act, c'est que 1% des requêtes qui concernaient le terrorisme. Voilà, donc je récapitule ici, parce que c'est extrêmement important. Donc petite matrice, à gauche, est-ce que l'éditeur ou l'hébergeur est de nationalité US ou pas, et puis en abscisse, les localisations des serveurs. Donc si l'éditeur
il est de droit américain, c'est ça le critère, il sera soumis au Cloud Act, quel que soit l'endroit où se trouvent ces données. Si l'éditeur ou l'hébergeur, parce qu'il faut que les deux soient remplis, et non US, par exemple français par hasard, il sera aussi soumis au Cloud Act, si évidemment les données sont sur les serveurs US. Et la seule solution, c'est que le produit soit français, enfin européen, hébergé en Europe. Voilà. Donc, un éditeur US qui héberge en France est soumis au Cloud Act, un éditeur français qui héberge sur AWS ou Azure est aussi soumis au Cloud Act. Donc, c'est-à-dire que vos données sont accessibles. Oui. Question sur les filiales, comment ça se passe? Web française et une filiale aux États-Unis. Oui. La filiale, bien sûr, oui. Comment ça se passe? Au niveau de... La filiale, on lui pose la question, Non mais là, en fait, vous n'êtes pas éditeur, hein, on se connaît, donc je sais que vous n'êtes pas éditeur. Si vous étiez éditeur, oui, ce serait un problème. C'est pour ça que par exemple OVH a créé une filiale, enfin elle n'a pas créé de filiale américaine, elle a créé une entreprise indépendante américaine. Non mais vous, vous n'êtes pas hébergeur ou éditeur, donc la question que vous pouvez poser c'est sur votre prestataire. Donc votre prestataire c'est les droits américains, la question réglée. Il aura accès à vos données. Je comprends pas la question en fait. Bien sûr. Hein. par ce biais-là sur les serveurs français en disant vous êtes une structure américaine, vous devez avoir ces données-là. Ouais, alors ça c'est pas. Ouais. Tout à fait. Alors ça, on va venir après, c'est le cas de la contamination US personne. C'est pour cette raison. Donc ça peut dire que vous dépendez du Cloud Act. En fait, là, il y a la conjonction de deux choses. D'abord, vous êtes sur compétences juridictionnelles américaines, parce que vous avez une filiale US, et après vous appliquez le Cloud Act. Voilà, donc là on a vu les aspects légaux. Maintenant on va regarder les aspects illégaux, ou clandestins, qui s'appelle l'espionnage industriel. Parce que ça existe, alors on peut ne pas vouloir le voir, mais c'est une réalité. Donc pour ça je vais reprendre très simplement les révélations de Snowden de 2013. Il a ressorti un livre en 2019, Mémoire vive, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'il nous apprend Snowden? Pas mal de choses. La première, ça c'est un élément de contexte. Le budget du renseignement US, c'est 71 milliards de dollars et c'est 129 000 personnes. Bill Clinton, parce que je parlais de Trump tout à l'heure, il dit les choses, mais les autres, ils ont fait quasiment pire. Hein. Bill Clinton, après la guerre froide, il a converti une grande partie des services pour la lutte qui était réservée à la guerre froide, évidemment, pour l'espionnage économique. Donc 120 000 personnes, c'est beaucoup, 35% de l'activité consacrée au terrorisme. C'est ce qui manque dans cette phrase. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il révèle Snowden? Il révèle que la communauté du renseignement a recours à l'espionnage industriel pour améliorer les avantages concurrentiels des sociétés américaines. Et c'est une position qui est complètement assumée par les services. Donc Snowden l'a dit, mais d'autres l'ont dit. Alors dans le livre, il fait 400 pages le livre. Hein, donc là j'ai repris 4-5 éléments. Il découvre, nous apprend les programmes, les relations qu'il y a entre les industriels américains et la CIA par exemple, et notamment les éditeurs de sécurité. Donc il nous révèle par exemple qu'il y a un programme qui s'appelle Bull Run, dont l'objectif est d'implanter des backdoors dans les produits de sécurité américains. Voilà. C'est la réalité. Il nous apprend aussi que la CIA organise des rencontres régulières avec des industriels US pour partager les informations recueillies lors de leurs écoutes. Et il existe une collaboration entre 100 éditeurs, à peu près une centaine d'éditeurs privés, dont les GAFAM, et c'est une petite partie, alors en volume c'est sûrement beaucoup de données, avec un accès direct aux bases de données. Donc on a beaucoup parlé du programme Prism, bon, comme c'est du particulier, j'en parle pas ici, mais le programme Prism c'est un Google, où vous tapez le nom de quelqu'un et vous avez tous ses tweets, tous ses messages Facebook, etc. Et ça je parle de ça, c'était en 2013. Voilà, donc ça existe aussi. Donc par exemple Microsoft ils sont dedans, hein, c'est cité dans le livre, parce qu'ils nous expliquent qu'ils ne transfèrent rien, mais voilà, ils ont été pris la main dans le pot de confiture, c'est une réalité. Alors la France occupe une position bien particulière, puisque en 2013 en tout cas on était le pays le plus écouté. Alors pourquoi? Parce qu'on a une industrie de défense cyber ou pas d'ailleurs intéressante, on a une capacité d'espionnage et contre-espionnage, donc ça intéresse beaucoup les Américains. Là il a donné l'exemple d'un mois. Hein, quand il a écrit le livre, entre décembre 2012 et janvier 2013, il y a eu 70,3 millions de communications interceptées. Voilà,
entreprises et particuliers. Il est arrivé qu'il y a des programmes de ciblage des administrateurs des systèmes d'information spécifiques. Donc, au plus, il y a une recherche volontaire de ces gens-là qui sont évidemment beaucoup mieux ciblés. Et ça n'a évidemment pas cessé, puisque même en 2018, la DGSI a sorti un rapport, donc qui est classifié, mais qui s'appelle le panorama des ingérences économiques américaines en France, et qui confirme, donc les gens de la DGSI, qu'il y a une stratégie d'envergure, est-il écrit, de conquête des marchés. Donc, bon, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais voilà, il faut en être conscient. C'est, comme je dis, c'est une réalité. Après, on peut se dire, bah non, c'est pas vrai, je suis pas concerné. Bah non, c'est faux, vous êtes tous concernés, on est tous concernés. Même nous, c'est une petite boîte, je pense qu'on est aussi concernés, puisqu'on est dans ce domaine. Donc, il faut en tenir compte, bien évidemment. Notamment là pour les secrets que vous avez chez vous. On va voir que l'usage, qu'en effet, peut servir évidemment à prendre des données, mais aussi à déstabiliser l'entreprise. On va voir un peu rapidement le cas Alstom, par exemple, tout à l'heure. Il y en a eu plein d'autres. Alors, autre risque qui est lié au précédent, c'est pour ça que j'ai démarré au fait par ces thématiques de vol de données, ce sont les risques juridiques. Donc on va démarrer par le risque RGPD. Donc vous savez que depuis l'application du RGPD, les données personnelles des personnes européennes doivent rester sur le sol européen. L'Europe, ça n'inclut plus l'Angleterre. Les applications SaaS d'entreprise incluent quasiment toutes des données personnelles. Parce qu'un nom, c'est une donnée personnelle. Un mail, c'est une donnée personnelle. Donc tous les produits dont je parlais, je sais pas, des CRM, aussi de marketing, des tableaux Excel, contiennent des données personnelles. 5000 éditeurs ou hébergeurs américains bénéficiaient du Privacy Shield. Le Privacy Shield, ça avait été arraché à la Commission européenne il y a 2 ou 3 ans, 4 ans même, je crois que c'était, oui. Bref, peu importe. Ça avait été arraché à la Commission européenne et ça permettait de s'affranchir du RGPD en considérant que la protection des données personnelles assurée par les lois américaines était équivalente à celle assurée par les lois européennes. Donc c'est sous cet argument que le Privacy Shield a été accepté. Donc c'est évidemment faire preuve d'une grande naïveté compte tenu de ce que j'ai dit avant. Mais c'était comme ça, donc je pense que les gens de la commission, ils ont pas été influencés. Oui. En fait, le Privacy Shield, c'est la suite du Safe Harbor. Ouais. Safe Harbor qui avait été retoqué, effectivement. Ouais. Voilà. Alors le Safe Harbor, effectivement, ça avait été retoqué pour des raisons équivalentes, donc ils ont revenu à la charge près de la commission, ils ont trouvé des gens bien sympathiques qui leur ont dit, oui, vous avez raison. Voilà. Et donc, il y a un individu, je crois que c'est en Hollande, qui a dit, non, c'est pas vrai, ça peut pas fonctionner. Donc, qui a porté plainte à la Cour européenne de justice. Et le 16 juillet 2020, le Privacy Shield a été invalidé. Non, c'est pas interdit, mais vous devez avoir l'accord de toutes les personnes. Donc, par exemple, si vous avez un logiciel RH qui est hébergé aux États-Unis ou hébergé en France de droit américain, vous devez avoir l'autorisation spécifique, et c'est pas la charte informatique ou la charte internet qui s'applique, des gens pour dire oui, j'accepte que mes données personnelles soient hébergées sur ce produit américain. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour les convaincre. Et s'il y en a un qui refuse, Ah, de l'Angleterre. En fait, c'est l'UE, donc l'Irlande est dans l'UE, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc oui, vous pouvez, si vous... Et ils ont été refusés par Alors on va regarder le mémoire de la CNIL, je l'ai là. En fait, les CCT, je vais en parler juste après. Mais effectivement, c'est un point très important. Mais j'en parle juste après parce que j'ai un slide justement pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà. Et donc je vous rappelle, les sanctions, c'est 20 millions d'euros. 4 points de ça. Mais il y a pire que ça, c'est que vous êtes obligé d'arrêter les produits. Donc illustration, le cas Health Data Hub. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup. Alors l'invalidation du Privacy Shield, ça date donc du 16 juillet, donc c'est extrêmement finalement assez récent. Il y a eu les vacances, le Covid. Donc je crois que tout le monde n'a pas bien mesuré les conséquences.
Et donc là, les plaintes vont commencer à tomber. Donc la plus notoire, c'est celle de la semaine dernière, puisque c'est plusieurs associations, dont le comité du logiciel libre et aussi des associations médicales, qui ont dit mais on ne comprend pas pourquoi les données de santé des Français sont hébergées par Microsoft, droit américain. Donc là, ils ont fait plusieurs requêtes qui ont été toutes rejetées, et notamment avec des arguments qui avaient des contrats spécifiques Microsoft, avec... puis Microsoft, c'est des gens de confiance, donc on peut en plus croire leurs contrats, mais en plus les données étaient anonymes. C'était pseudonymisé, donc il n'y avait pas les noms des personnes. Donc ça a été rejeté. Et suite à l'invalidation du Privacy Shield, nouvelle plainte. Et là, la CNIL a effectivement sorti un mémoire, que j'ai là, que je vais vous montrer rapidement, qui dit, effectivement, avec l'invalidation du Privacy Shield, et même si dans ce cas-là, les données sont anonymes, notre recommandation, c'est un arrêt immédiat du projet. Donc le jour même, Olivier Véran et Cédric O, qui étaient des grands défenseurs de ce projet, ont dit qu'ils allaient mettre fin au projet et qu'ils allaient donc chercher des solutions alternatives immédiatement. Puisque le Privacy Shield, l'invalidation, elle s'applique le jour du jugement de la Cour européenne de justice. Voilà, donc c'est incroyable. Donc le mémoire de la CNIL, je vais vous montrer après, il reprend les arguments. La taille du projet, c'est à peu près 500 millions d'euros, 500 millions d'euros, je vais dire de chiffre d'affaires, mais 500 millions d'euros. Voilà. Et d'autres cas vont tomber. Alors j'en cite un parce qu'il est quand même assez caractéristique. Il faut savoir que le prêt PGE garanti par l'État est complètement stocké chez AWS. Donc là, on est aussi avec données personnelles des dirigeants, etc. Bon, des cas comme ça, il y en a, donc ça va tomber dans les semaines et mois qui viennent. Et voilà, donc il y a pire j'ai lu ça dans un article là, cette semaine. Il y a pire qu'un projet qui rate, c'est le projet qu'on démarre et dont on sait qu'on va être obligé de l'arrêter à un moment donné parce qu'il ne pourra pas aboutir. Donc, comme je disais, celui qui a une plainte d'un client, d'un collaborateur, en disant voilà, mes données personnelles sont stockées à l'étranger, si vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé d'arrêter le projet. Alors, on peut aller sur le mémoire de la CNIL. Alors, je suis pas très familier du Mac. Voilà, il est là. Alors on attendait la réponse du Conseil d'État, voilà, qui doit se positionner, mais quoi qu'il en soit, le projet est déjà stoppé. Alors évidemment, il y a un travail considérable de Microsoft, vous l'imaginez, pour revenir en arrière, mais je crois que c'est difficile. Alors bon, les raisons pour lesquelles le projet a été arrêtés sont expliqués très précisément. Donc c'est les conséquences de l'arrêt du 16 juillet. Voilà, la personne, c'est Monsieur Schrems, dont il est parlé ici. Et en fait, il reprend très exactement ce qui est dit, et même il va encore plus loin. Donc on voit ici qu'ils font allusion à la section 702 du Foreign Intelligence. Donc c'est le FISA, c'était une des lois américaines qui était avant le Cloud Act. Et l'executive order, c'est le Cloud Act. Donc, bon, je ne vais pas le lire. Ils ont invalidé les clauses contractuelles type élaborées par la Commission européenne. Et dans ce contrat, alors pour répondre à votre question, ce qu'il est dit, alors je vais pas le... Enfin, bon, il y a une dizaine de pages. On va pas le lire ensemble, mais vraiment je vous invite à le regarder. Ce qu'il est dit, c'est que tous les accords bipartites ne sont pas des justifications, puisque les lois américaines sont supérieures aux accords bipartites. Donc vous pouvez avoir la main sur le cœur, un de vos fournisseurs américains qui vous dit mais non, mais moi je m'engage à pas rendre vos données. C'est ce qu'ils font. C'est les CCT, les BCR. Ça ne fonctionne plus, parce que la loi est supérieure. Donc sur le risque juridique, je ne parle même pas du risque de vol de données dont je parlais tout à l'heure, mais sur le risque juridique, il est complet aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà la CNIL. Voilà. Alors après, il y a d'autres données particulières, des données réglementées, donc qui vont dépendre de votre activité. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ont des protections supérieures encore au RGPD, notamment le cas de données de santé, le cas des avocats, données financières, journalistes, etc. Enfin, sur la protection des sources. Donc après, bon, vous avez, je pense que vous connaissez chacun vos contraintes particulières, mais il y a des contraintes qui peuvent s'ajouter à celles des données personnelles du RGPD.
Donc évidemment, il faut en tenir compte pour savoir si elles viennent pas en opposition avec cette réglementation américaine. Je vais aborder un autre sujet, qui est le risque de devenir US person. C'est peut-être le plus grave d'entre tous. Devenir US person, ça veut dire dépendre de la compétence juridictionnelle américaine, donc dépendre des lois américaines. Donc l'extraterritorialité du droit américain, donc c'est l'application des lois votées aux États-Unis à des personnes physiques ou morales de pays tiers. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y a un rapport parlementaire qui est le rapport Gauvin de juin 2019, qui est pareil très intéressant à lire et qui explique comment justement le droit américain devient entre guillemets s'impose de plus en plus dans le monde, notamment dans le business. Donc comment on acquiert, comment on devient US person? Les critères sont extrêmement étendus, donc on en connaît certains, comme l'utilisation du dollar, la présence aux États-Unis, la nationalité des actionnaires. Donc ça vous transforme en US person. Mais ça va beaucoup plus loin, puisque par exemple, au fait, les Américains se basent sur les flux, donc les flux financiers avec SWIFT, mais aussi se basent sur les flux informatiques. Donc le fait d'avoir des données sur les serveurs américains, donc d'avoir une partie de votre système d'information aux États-Unis. On va même avoir une illustration encore pire que ça. Et le fait de stocker sur des serveurs américains vous transforme en US person. Alors évidemment, vous pouvez me dire, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Alors je vais juste citer un cas, parce qu'il y en a plusieurs. Magyar Telecom, donc le télécom hongrois, ils ont été poursuivis à cause d'un... je dis un contrat, c'est pas ça d'ailleurs. C'est à cause d'un mail envoyé avec Gmail. Donc ils ont été pris par le FCPA, la loi sur la corruption, parce que c'est ce qui est utilisé pour Alstom et ce qui est utilisé souvent, en disant voilà, vous avez corrompu tel gouvernement ou telle personne pour avoir marché. Or on a des lois extrêmement restrictives avec des amendes considérables. Donc elle s'applique à vous. Elle me dit mais non, mais je suis Magyar Telecom, je m'intéresse pas du tout à ce qui se passe aux États-Unis, donc laissez-moi tranquille. Et là, au fait, il y avait un mail qui faisait référence à cette opération de corruption qui est passée par les serveurs Gmail de Hongrie. On me dit oui, mais vous savez, ils sont répliqués aux États-Unis, donc vous êtes sous la compétence juridictionnelle américaine. Et ils ont été obligés de payer des sanctions extrêmement importantes. Et vous savez qu'aux États-Unis, la force prime le droit, donc si vous refusez de payer les sanctions, et le marché américain vous est fermé, et puis on peut imaginer encore d'autres sanctions. Et voilà. Et ça, il y a d'autres cas en Europe. Donc c'est extrêmement dangereux pour les raisons présentes, mais aussi pour celle-là, d'utiliser ne serait-ce que Gmail. C'est un cas extrêmement concret. Alors si vous êtes déjà US person, de toute façon, à la rigueur, vous l'êtes déjà, donc ça va rien rajouter. Mais là, je parle plutôt des entreprises qui travaillent pas avec les États-Unis, qui n'ont pas de filiale. C'est prendre un risque tout à fait inutile. Donc les conséquences d'une US person, c'est l'application de la fiscalité américaine éventuellement, l'interdiction de vente à certains pays. Il y a beaucoup de pays sous embargo, donc Russie, Moyen-Orient, mais aussi Amérique du Sud. C'est le respect d'une dizaine de réglementations américaines, dont la loi sur la corruption, qui était aujourd'hui la plus utilisée. Donc les sanctions possibles, elles existent. Donc ça, c'était sous l'ère Obama d'ailleurs. Il est plus sympathique Obama, donc ça passe mieux. La BNP a quand même payé 9 milliards, la Société Générale 2 milliards, voilà, sous des lois américaines, parce qu'elles étaient US person. Ça peut être aussi des fermetures de marché. On le voit avec Nord Stream 2 par exemple, et des pressions, puisqu'au fait, sur Nord Stream 2, ils ont dit qu'ils allaient complètement assécher financièrement les fournisseurs du projet Nord Stream 2. Ça peut aussi des arrêts de service délivrés par les éditeurs américains. Donc Huawei perd sa licence Android. Mais demain, peut-être que si vous avez un conflit avec, je sais pas moi, Microsoft, peut-être si vous coupez 365 ou d'autres éditeurs, faut voir qu'il y a des conséquences. Voilà. Et ça existe. Android, donc Huawei sort un nouveau système d'exploitation, mais bon, ça existe. Et puis il y a des campagnes de déstabilisation. Il y a Alstom, il y a Technip, il y en a plein d'autres. Total.
Donc je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, de lire le livre qu'a écrit Frédéric Perucci, qui était ancien cadre dirigeant de l'Alstom. Il a fait une superbe interview, c'est une Thinkerview de 2 heures où il raconte son histoire. Il a fait 2 ans de prison. En fait, c'était l'otage d'Alstom. Enfin, le département de la justice américain là, est allé le prendre, le cueillir à la sortie de l'aéroport. 2 ans de prison au quartier d'haute sécurité. Je passe les détails. Et Patrick Ron donc décide quelques mois après de payer, je crois, 800 millions de dollars d'amende et d'être acheté par General Electric. Donc Alstom, je vous rappelle, c'est eux qui font les turbines des réacteurs nucléaires français. Donc ils sont maintenant sous maintenance américaine. Donc là, c'était parce qu'ils ont considéré Alstom comme US Person, parce que ils ont utilisé la loi donc sur la corruption, puisque Alstom avait arrosé, je ne sais plus quel ministre en Indonésie, je crois. Ce que ne font absolument pas les Américains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que General Electric, il a participé à toutes les discussions. Enfin, il a eu accès à toutes les informations entre le département de justice et Alstom. Donc, toute l'information, il l'avait. Et donc, voilà. Donc, c'est un exemple, ce sont des exemples très concrets. Donc, avant de choisir des solutions de ce type, les DSI sont pas forcément conscientes des risques juridiques qu'elles font peser. Donc je pense que c'est très important, avant de faire ses choix, d'en parler aux directions juridiques et générales pour arbitrer entre ce que j'y veux et ce que j'y veux pas. Voilà. Et comme pour l'espionnage, on peut décider de ne pas voir, mais c'est la réalité. Alors je vais conclure. Oui, alors pourquoi faut-il être souverain ? Il y a plein de bonnes raisons. D'abord, c'est limiter les risques juridiques et financiers. Ensuite, c'est éviter le vol de ces données officielles ou clandestins. C'est protéger ses clients et leurs données, puisque vous avez aussi une responsabilité très forte sur les données de vos clients. Donc, c'est pas uniquement les vôtres que vous allez déplacer aux US, mais ça peut être celle de vos clients. Et ils peuvent vous demander des comptes. C'est aussi contribuer à l'indépendance stratégique française en cyber. C'est évident que en prenant des produits français, vous allez contribuer à améliorer le tissu économique de cyber, qui est assez important en France. Mais ça permettra aussi d'améliorer la qualité de nos solutions, bien évidemment, puisque si une partie du chiffre d'affaires revient de façon plus importante aux éditeurs hébergeurs français, les solutions qui sont faites seront meilleures qu'elles le sont aujourd'hui. Le marché domestique américain, c'est 6 fois le marché français. Eux, ils sont extrêmement protectionnistes. Et les besoins américains, ils arrivent 2-3 ans avant les besoins européens. Donc forcément, ils arrivent avec des produits qui sont extrêmement bien faits. Alors nous, les Français ou les Européens, je pense qu'on est extrêmement bons, efficaces, mais on a moins de moyens, on arrive plus tard. Mais c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que si on reçoit pas les chiffres d'affaires qui n'ont pas mal d'être meilleurs, on sera toujours sous vassalité américaine. Donc c'est pour ça que chacun a un rôle à jouer. Alors nous, évidemment, en ayant des produits de plus en plus performants, et puis aux établissements publics et privés de choisir aussi du français. Enfin, c'est du patriotisme économique. Alors c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est toujours bon de le redire. Les bonnes pratiques. Alors là, je parle des bonnes pratiques là sur les prestataires SaaS, pas uniquement de sécurité, mais global. Parce que, vous savez, c'est tout ce qu'on appelle le shadow IT. Je le disais un petit peu tout à l'heure, mais avant, quand on achetait des logiciels, la DSI avait forcément un droit de regard. Elle vérifiait les contrats, les prix, la qualité, la sécurité, l'exploitation, puisque c'était installé sur ses serveurs. Maintenant, les éditeurs SaaS, ils ont bien compris, ils s'adressent directement au service métier et ils essaient de bypasser au mieux les DSI. Donc, il faut absolument reprendre la main sur ce shadow IT, puisque les partenaires qui sont choisis, c'est uniquement l'aspect fonctionnel qui est pris en compte par les services métiers. C'est jamais c'est l'enjeu. Donc il faut toujours poser la question sur mes prestataires SaaS, qui pourra accéder à mes données, est-ce qu'elles sont soumises au Cloud Act, ai-je un risque RGPD, puis-je chiffrer les données, et si oui, comment. Parce que le chiffrement, c'est très compliqué la plupart du temps, puisque on peut pas faire de recherche sur les données chiffrées. Donc finalement on dit je vais les chiffrer, puis au fait vous en chiffrez quasiment aucune.
Alors il y a des technologies, là, le chiffrement homomorphique qui pourrait permettre ça bientôt, mais pour l'instant ça n'existe pas. Donc en fait le chiffrement des données est quasiment illusoire, parce que vous êtes toujours obligé de faire des recherches, quasiment toujours obligé de faire des recherches sur les données, donc vous les chiffrez pas. Voilà, donc c'est très important de reprendre la main sur le shadow IT, donc essayer de comprendre, parce que le sales marketing, lui, il s'en moque, il veut prendre un produit pour faire des mailings ou des enquêtes de satisfaction, et il va l'acheter aux États-Unis. Et les données de vos clients, elles vont aller aux États-Unis. Donc il faut reprendre la main. Ça, il y a des méthodes. En analysant par exemple les logs du proxy, vous pouvez identifier quelles sont les applications utilisées. Enfin, par exemple, ces choses que nous faisons nous-mêmes. Donc il y a une vraie étude à faire sur les risques sur les données, et puis une analyse des prestataires. Pour les solutions de sécurité, maintenant, il faut que je détermine précisément quelles sont les données interceptées par mes équipements de sécurité. Est-ce que c'est l'enveloppe, est-ce que c'est le contenu? Si je reprends l'exemple moi du proxy web, est-ce que je vois que les connexions, les heures, les domaines accédés, ou est-ce que je vois aussi les fichiers qui vont être échangés? Donc ça pose la question du déchiffrement SSL. Très important, c'est est-ce que les données s'ils sont identifiées par utilisateur ou elles sont globales, parce que évidemment c'est une information savoir ce que regarde sur Internet toute l'entreprise, c'est beaucoup moins grave que de savoir ce que regarde le patron. Parce que en regardant ce que regarde le patron, je peux avoir plein d'indices sur des projets de M&A, sur des tas de choses. Le niveau de confidentialité des données que je transmets, est-ce qu'elles sont classifiées ou pas? Donc ces données sont-elles hébergées dans le cloud ou synchronisées? Donc vous avez le cas des outils de sécurité qui sont intégralement dans le cloud. Donc dans ces cas-là, les questions précédentes, elles sont évidentes. Mais vous avez aussi les produits de sécurité qui sont hébergés chez vous et qui font des synchronisations. Un outil d'antivirus, par exemple, il va synchroniser sa base on-prem avec la base qui est dans le cloud pour la mettre à jour. Cette synchronisation, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas si c'est uniquement l'information descendante ou l'information qui remonte. Il y a beaucoup d'informations qui remontent. Voilà, donc il faut être très vigilant sur le fait de devenir une US personne, pour ceux qui ne le sont pas, et mesurer les risques qu'on a. Ou alors ça c'est plutôt un argument commercial, mais je pense que avec cette crise Covid et l'invalidation du Privacy Shield, ça devient important, c'est valoriser vos choix souverains. Je pense que dire que vous faites attention justement à utiliser des produits européens, c'est de nature à rassurer vos clients. Donc c'est un argument commercial qu'on commence à rencontrer chez certains de nos clients. Donc c'est pas à négliger. Et puis ce qui est très important, c'est de consulter les offres européennes existantes. Donc les produits américains sont très très bien, ça je le sais, mais ce serait vraiment dommage de ne pas consulter les offres européennes existantes et de privilégier, en tout cas d'évaluer la confiance dans les critères de sélection de produits. C'est-à-dire que évidemment, si on sélectionne que sur des critères techniques, puis on dit la confiance ça vient en bonus, je pense que c'est pas forcément le bon choix. Parce que les conséquences de la non-confiance, elles sont très supérieures à une fonctionnalité qui n'existe pas dans un produit européen, par exemple. Voilà. Et puis, dernier point, pour les distributeurs et les intégrateurs, alors je ne sais pas s'il y en a dans l'atelier, mais c'est aussi un impact très important, cette nouveauté RGPD. C'est que maintenant, il aurait difficile de proposer des solutions qui ne respectent pas le RGPD. C'est de la concurrence déloyale, voire du recel de produits illicites. Donc il y a aussi un travail à faire au niveau des intégrateurs à ce niveau-là. C'est fini. Voilà. Bon, ceux qui voient mes slides, ils peuvent venir. Merci.